marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, la radio de la réinformation, et vous écoutez la 12e de la marche du monde, et je suis bien sûr en compagnie de Youssef. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Youssef, aujourd'hui, nous allons parler du rappeur américain Kanye West, qui se fait d'ailleurs maintenant appeler Ye. Drôle de nom, et qui rappeur qui a opéré un tournant, on va dire à 180 degrés, rappeur qui a commencé donc sa carrière dans la musique noire américaine et dont on sait qu'elle penche largement à gauche, avec beaucoup de producteurs entre guillemets de la communauté, et qui récemment a pris des positions très controversées, notamment des propos très durs vis-à-vis de la communauté juive, et il s'est également porté supporter de Trump et de cette nouvelle droite américaine nationaliste. Donc c'est un sujet que tu voulais aborder. Pourquoi ce sujet te semble intéressant ? C'est pas le personnage de Kanye West qui est intéressant, mais plutôt ce qu'il incarne, son évolution et en quoi cela traduit des lames de fond sociologiques, sociopolitiques et idéologiques aux États-Unis. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Kanye West, quel est son en américain on dit son background, sa toile de fond sociologique? Alors, Kanye West est issu de la classe moyenne, donc noire américaine de Chicago. Sa mère était prof d'université. Son père était journaliste dans un journal de gauche avec une formation de sociologie, d'anthropologie. Donc, il est quand même issu d'un milieu intellectuel bourgeois, petite bourgeoisie de Chicago. Il a vécu avec sa mère en Chine. Elle a été professeure à l'université en Chine, donc il est parti vivre en Chine, je crois à l'âge de 10 ans. Il a appris le chinois là-bas. Donc on n'est pas dans le parcours type du rappeur qui sort du Bronx ou de Compton à Los Angeles, mais d'un garçon qui a eu une bonne éducation, dont le père était un Black Panther. Ça, c'est important de le dire. Éveillé politiquement, ouvert voilà. Sur le monde. Voilà. Donc oui, plutôt à gauche, parce que les Black Panthers c'était plutôt de tendance marxiste. Le journal dans lequel il a travaillé était un journal de gauche. Je parle de son père. Donc voilà, il a développé une fibre artistique assez jeune au lycée, et puis à cet âge-là, il a commencé à produire. Et il a eu beaucoup de succès. Alors assez tôt, c'est-à-dire que dans les années 2000, il a commencé, même à la fin, je crois, des années 90, il commençait à produire de la musique, donc à créer des musiques pour des rappeurs qu'il a commencé à vendre. Et puis qui était plutôt producteur au début. Ouais, c'est ça. Et dans les années 2000, il a signé en tant que producteur d'abord, donc producteur de musique, créateur de musique, de sons comme on dit. Il faisait des sons comme on dit pour le label de Jay-Z, Rockefeller Records. Jay-Z, c'est le mari de Beyoncé, c'est ça? Oui, mais avant d'être... Donc on est vraiment dans le showbiz black américain. Avant d'être le mari de Beyoncé, moi j'ai connu Jay-Z quand j'étais gamin. Donc il a commencé à rapper au milieu des années 90. Jay-Z, il était déjà là quand Tupac était vivant. Et donc il était connu déjà à l'époque pour être un ancien dealer de coke. Donc avant d'être rappeur, et même quand il était rappeur, il continuait à vendre de la coke. Donc c'est un rappeur de New York à succès. Moi personnellement, j'aime pas trop le rap de Jay-Z, mais c'est un bon rappeur qui est monté en puissance à la fin des années 90, surtout puis début des années 2000 avec les albums Blueprint 1, Blueprint 2, The Gift and the Curse, ensuite The Black Album. Là, ça a été vraiment la grande période de Jay-Z. Et dans cette période-là, où il crée Rockefeller Records, qui est, en fait, on voit un peu l'idéal de Jay-Z, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise le nom des Rockefeller pour faire un label. Et c'est dans cette période-là, milieu des années 2000, qu'il recrute, disons, Kanye West, qui fait des sons pour Jay-Z aussi. D'accord, donc c'est Jay-Z qui l'a lancé, plus ou moins.
Alors, en fait, il était producteur avant, mais quand il est rentré chez Rockefeller, il a vraiment explosé. Ça a pris une autre dimension. Ouais, donc il a sorti. Ensuite, il est devenu rappeur parce qu'en fait, il faisait que de la musique pour d'autres artistes, y compris pour Jay-Z. Et puis, donc Kanye West, il sort son premier album en 2004 en tant que rappeur. D'ailleurs, Jay-Z voulait le freiner. Jay-Z ne voulait pas que Kanye West devienne rappeur. Il n'était pas convaincant en tant que rappeur. Quoi qu'il en soit, il sort son premier album en 2004, puis un deuxième album en 2005, Late Registration, qui est pour moi vraiment un très très bon album. Vraiment, tant au niveau de la production, sur le plan artistique, etc. Vraiment un très bon album. Et c'est là qu'il explose, 2004-2005. Et puis, donc, Jay-Z, pour parler un peu de Jay-Z, c'est dans cette période-là aussi qu'il se met avec Beyoncé, ensuite il se marie avec Beyoncé. Quelque part, Jay-Z prend le relais du père de Beyoncé, qui était son producteur, etc., manager. Donc, lui prend en charge il prend en main la carrière de Beyoncé, et à partir de cette époque-là, Jay-Z passe vraiment à un autre niveau. Il devient multimillionnaire, voire même milliardaire. Kanye West, de son côté, crée son propre label, je crois qu'il s'appelle Good Music, et à son tour, il produit des artistes de rap, etc. Et donc, Kanye West continue dans sa lancée, tout en restant proche de Jay-Z et de Beyoncé. Il reste quand même un poulain de Jay-Z. Il monte en puissance, il se lance dans la mode. Oui, avec Adidas. Adidas, avec Gap. Puis plus tard avec Louis Vuitton, LVMH. Mais ça devient une méga star internationale. Oui, ça devient vraiment une superstar qui a un pied dans la musique, un pied dans le rap. Et ça a duré à peu près 10 ans en fait, entre 2005 et 2016 où c'est une question que je pose, il était uniquement porté sur la musique. Et sa carrière ne faisait que croître, non? Ouais, disons cela. Et puis en plus, il se marie avec Kardashian. Ah oui, c'est vrai. Kim Kardashian. Ouais. Donc là, ça prend il rentre vraiment dans le bling bling, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Jay-Z se marie avec Beyoncé et lui il trouve l'équivalent de Beyoncé en fait en Kim Kardashian. C'est un mariage qui ressemble à un choix de carrière en fait. Oui, ça pour avoir une exposition médiatique. Oui, ça peut être ça, ouais. Non, en tout cas, donc il explose à ce moment-là. Donc il devient quand même un artiste assez strass et paillettes. Je dirais pas bling bling, mais plutôt strass et paillettes. Le mariage avec Kim Kardashian, quand même, c'est très marqué. Hein. Je veux dire, Kim Kardashian, c'est quand même ce qui se fait de pire en termes de culture populaire. Ah, hein, ouais, je veux dire. Oui. Et donc. C'était un mariage sincère ou pas? Je sais pas, non, je connais pas à ce point-là. Ouais. Non, c'est-à-dire que je m'intéresse à la musique, etc. D'accord, mais pas à la vie privée. Moi, non, ouais, on va s'arrêter là. Enfin, je veux dire, voilà, Kardashian, moi je connaissais pas les Kardashian. Mais alors, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comment expliquer un tel retournement? Alors en fait, Kanye West, il fait sa première sortie borderline, disons politiquement incorrecte en 2013. Mais en fait, ce qu'il dit est plutôt naïf. Il dit simplement le problème, c'est que nous, les Noirs, on n'a pas la même puissance de frappe, on n'a pas le même rapport à la société et à l'argent que les Juifs et que les Arabes du pétrole. Donc là, l'ADL, l'Anti-Defamation League, le traite d'antisémite tout de suite, etc. Mais en fait, cette sortie traduit quelque chose qui constate dans le milieu artistique. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il voit en tant qu'artiste, ce qu'il vit, c'est que en tant qu'artiste, il est souvent pris en main par des managers juifs, c'est ça qu'il dit, des entreprises juives, et les contrats qu'il signe en tant qu'artiste les dépossèdent de leur propre personne. Et en réalité, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. David Chappelle, qui est un humoriste depuis plusieurs décennies, explique, il dit par exemple, est-ce que vous savez pourquoi Prince a changé de nom pour s'appeler The Artist? C'est parce que dans les contrats qu'il signe avec les grandes maisons de distribution, etc., l'artiste s'appelle The Artist, l'artiste, etc. Et il dit, dans les contrats, en fait, on est dépossédé de notre nom, ce qui fait que, il dit, moi, par exemple, Dave Chappelle, je ne peux pas
m'émanciper de ce contrat, et chaque fois que je vais faire un spectacle qui va s'appeler Dave Chappelle, il y a des gens qui touchent, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de son propre nom. Et en fait, c'est ça que dénonce Kanye West. Ça fait penser aux inconnus avec Lederman. Exactement, c'est la même situation. C'est la même situation. Donc les inconnus n'étaient plus propriétaires des inconnus. C'était Lederman qui était propriétaire des inconnus. Et cette situation-là, il la constate et il continue à la vivre, parce que même quand il signe les contrats avec Adidas, Gap, etc., il se rend compte que c'est la même chose. C'est comme par exemple Rihanna qui a des contrats aussi avec des grandes sociétés. On nous dit que ces gens-là sont milliardaires. On nous dit Rihanna est milliardaire, Kanye West est milliardaire. Mais en fait, ils sont pas milliardaires. C'est la valeur des contrats qu'ils signent avec ces grandes entreprises qui sont des chiffres à des contrats à 6 chiffres. Mmh. Voilà. Et donc, c'est des contrats qui ont cette valeur-là. Mais en réalité, à partir du moment où, comme ce qui s'est passé, Adidas rompt le contrat, eh bien, Kanye West passe de milliardaire théorique à millionnaire réel. Ce qu'il est dans la réalité. Donc c'est par rapport à cette situation en fait qui se rebelle entre guillemets Kanye West, et c'est là qu'il va basculer. Et il commence à basculer politiquement en 2016 quand il prend quand il soutient la candidature de Donald Trump. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse chez Kanye West? Oui. Alors c'est un protestant fervent chrétien. Et qui d'ailleurs maintenant fait des réunions religieuses, je crois, tous les dimanches, chaque semaine, et puis c'est du gospel, il chante, etc. Il a même fait un album qui s'appelle Jesus is King, Jésus est roi. Et donc effectivement, ce virage en fait politique s'accompagne d'un virage religieux et conservateur. Donc il prend des positions contre l'avortement par exemple, même contre le vaccin, en même temps qu'il commence à soutenir Donald Trump. Donc en fait, on a un virage de quelqu'un qui vient du milieu du rap, qui vient de la gauche noire américaine via son père, qui passe par le strass et les paillettes, et qui fait un virage radical parce que justement il est allé au fond du système qui l'a dégoûté. En fait, il a mangé dans le système jusqu'à écœurement, et maintenant il vomit ce système d'une certaine façon. Et donc du coup en 2016, il a ce geste politique très fort en soutenant Donald Trump. Ouais. Il soutient Donald Trump, donc contrairement à la majorité des rappeurs, des producteurs, etc., noirs américains, qui sont anti-Trump puisqu'il est qualifié de raciste, etc., et que le parti démocrate, sur le plan politique et sur le plan idéologique, a quand même une large maîtrise de ces milieux-là, via justement les producteurs, etc., qui les contraignent à rester à gauche, comme par exemple Eminem, qu'on a poussé à faire des raps anti-Trump, etc., parce que il est complètement empêtré dans ce système. Donc lui, Kanye West... Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément sincère, en fait. C'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Non, ils n'ont pas le choix parce que leur business en dépend. Bien sûr. Même 50 Cent qui soutenait plus ou moins Kanye West a fini par prendre ses distances. Trop dangereux. Oui, il l'a dit. Il a dit, je ne pense pas que Kanye West soit fou. Il n'est pas fou. Il sait très bien ce qu'il dit. Et il a dit en anglais, he is in a dangerous area. Il est dans une zone très dangereuse. Voilà. Et donc Kanye West apporte son soutien à Trump. Il est reçu par Trump à la Maison Blanche en 2018. Trump préalablement déclare que lorsque Kanye West lui apporte son soutien, il fait un bond de 25% dans les sondages, ce qui lui apporte une partie de la communauté noire. Donc il fait un virage radicalement conservateur. Et il a des mots très durs sur le comportement des républicains qui prennent le vote noir américain comme le démocrate, qui prend le vote noir comme acquis. Hein, et à ce titre-là, il s'est rapproché de l'activiste politique Candace Owen. Ouais. Alors Candace Owen, c'est une Candace Owens. Ouais. C'est une analyste politique. Elle commente la vie politique américaine. C'est complètement à rebours. Qui prend complètement à rebours toutes les idées reçues. Oui, c'est une anti-Obama, quoi. C'est critique les démocrates. Elle compare le parti démocrate à une plantation. Donc les démocrates comme des esclavagistes.
Et elle prône un Blexit, c'est-à-dire elle appelle ça une deuxième évasion des Noirs de la plantation démocrate. Donc Kanye West se rapproche d'elle, qui est donc une conservatrice noire américaine pro-Trump. Et est-ce qu'ils se connaissaient avant? Est-ce qu'elle a participé au revirement de Kanye West? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais il me semble que Kanye West a fait son virage avant de la connaître. Parce qu'il y a une image très forte où on les voit tous les deux à la Fashion Week à Paris. Alors, là, c'est récent, c'est octobre 2022. Avec un t-shirt White Lives Matter. Oui, qui était politiquement très fort. Oui, alors sur le cas Black Lives Matter, c'est important parce que Kanye West, en fait, il pointe du doigt comme d'autres. Il y a un autre rappeur d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, noir américain aussi, qui comprend très vite que c'est une arnaque sorosienne, puisque en fait c'est une création des réseaux de George Soros, enfin financé par Soros et d'autres personnes comme Rob Stein par exemple aux États-Unis. Donc c'est ceux qui sont derrière et qui financent ne sont ni noirs ni véritablement américains, voilà. Donc et Kanye West voit cela comme une énorme escroquerie, d'autant plus que ceux qui sont à la tête de Black Lives Matter sont eux-mêmes des escrocs d'une certaine façon, qui ont détourné l'argent de l'organisation pour s'acheter des villas, etc. Et donc il lors de la Fashion Week d'octobre-novembre 2022, il a l'idée de floquer un t-shirt avec la fameuse phrase White Lives Matter, et il appelle Candace Owen, il lui dit de venir à Paris, j'ai un truc à te montrer, etc. Donc elle vient, ils mettent tous les deux ce t-shirt et ils se prennent en photo. Et quand on lui pose la question, lui, mais pourquoi ce t-shirt provocateur? Il répond tout simplement quand des blancs mettent des t-shirts Black Lives Matter, ils me disent en gros, ils me rassurent en me disant que ma vie comptait comme si je ne le savais pas déjà. Et il dit simplement je leur rends l'appareil pour qu'ils sachent que la vie des blancs compte aussi. Donc c'est un peu du super trollage, mais ça en dit long sur le virage idéologique qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, la sociologie électorale des élections 2016 et 2020, on voit clairement une progression du vote noir et du vote latino en faveur de Donald Trump, puisque Donald Trump, lorsqu'il est élu, dès la première année de son mandat et les années qui suivent, il réduit de façon drastique le chômage dans les milieux noirs et latinos. Et en fait, ils comprennent que la fracture n'est plus tant raciale que sociale. Il dénonce cette imposture, en fait. Voilà. Et donc, c'est une imposture, en fait, démocrate qui continue, en fait, à maintenir la fracture raciale. Parce que quand vous dites, comme Hillary Clinton ou Joe Biden, vous êtes noir, donc vous devez voter pour le Parti démocrate, comme dit Kanye West. Probablement raciste. Il dit, c'est du suprémacisme blanc, puisque vous supposez que notre vote vous appartient. Donc on vous appartient. Donc on revient toujours à l'idée de plantation. Alors que le discours de Trump n'est pas axé sur la race. Il est axé sur les questions économiques, bien sûr, construction des États-Unis, réindustrialisation, et aussi sur les questions migratoires. Mais la question migratoire n'est pas une question raciale. C'est une question qui est liée justement à la question économique et sociale. Et en fait, d'une certaine façon, Trump a cassé ce discours racial démocrate. Bien sûr. En disant, en gros, on est une nation, la nation américaine est multiethnique, bien sûr, mais cette nation, pour qu'elle soit préservée, nous devons empêcher la submersion migratoire, notamment par le Mexique, avec tout ce que ça implique au niveau des cartels, de drogue, etc. D'où l'opération Black Lives Matter, financée par toujours les mêmes, par George Soros. L'opération Black Lives Matter, c'est accentuer la fracture raciale, déclencher une guerre civile chaude ou froide entre noirs et blancs, et aussi lors de la dernière année du mandat de Trump, parasiter Trump. Ça a permis de parasiter, d'ailleurs c'est ce qu'a dit George Soros. George Soros a dit, en 2020, c'est les élections dans 10 mois, mais dans un contexte révolutionnaire, 10 mois, c'est une éternité pour Donald Trump. Donc, c'est clairement, en fait, il a avoué clairement que Black Lives Matter était une opération de sabotage du mandat de Donald Trump.
Oui, il y avait Black Lives Matter, et puis il y a des films comme Django Unchained, Oui, ouais. 12 Years a Slave, donc toujours produit par Hollywood, par donc avec quand même on peut le dire, une mainmise quand même de la communauté Je juive. parle de ces deux films-là qui sortent en 2012-2013. Donc tout ça donne un contexte, oui, parce une toile de fond. Parce qu'en fait, Django Unchained et 12 Years a Slave sortent en 2012-2013 et c'est en 2013 qu'est créé Black Lives Matter. Et donc, en fait, quel est le contenu de ces films? C'est en gros, dans Django Unchained, c'est Jamie Foxx qui joue le rôle d'un esclave qui se libère et qui en fait se venge et donc il fait un bain de sang anti-blanc, donc il massacre les blancs. Et 12 Years a Slave, c'est un film sur l'histoire d'un noir qui est, je crois, accidentellement, parce qu'en fait c'est un noir qui est plutôt d'une classe aisée, mais qui malencontreusement tombe dans l'esclavage, etc. Oui, puis dans Django Unchained, il y a des scènes très hyper dures, gore, etc. On voit des esclaves noirs se battre dans un salon devant des riches blancs, oui, voilà, qui jouissent, avec etc. des clichés incroyablement racistes. Et même Louis Farrakhan, quand il avait vu ce film, il est ressorti de la salle de cinéma, il a dit je me demande ce que les producteurs et les réalisateurs veulent faire, parce qu'il a dit tout ce que ça peut faire, c'est augmenter la haine des Noirs envers les Blancs. On parle de Louis Farrakhan, bien sûr, qui est à la tête de la nation islam, qui dit ça va faire qu'attiser la haine des Noirs envers les Blancs et la méfiance des Blancs vis-à-vis des Noirs. Ouais. Et le producteur de Tarantino, les producteurs. C'est Weinstein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Django Unchained, réalisé par Tarantino, a été produit par les frères Weinstein. Voilà. Le fameux Weinstein, le porc. Voilà, il y a MeToo. Bob et Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, c'est le porc d'Hollywood, voilà. Et l'autre film, 12 Years a Slave, a été produit par Milchan. Arnon Milchan, qui est un producteur donc israélien, donc israélo-américain, ancien espion israélien et ancien marchand d'armes israélien, ami de Benjamin Netanyahou. Donc en fait, on a des gens qui soutiennent Israël, donc un régime d'apartheid, avec tout ce que ça implique, raciste, etc., qui produisent des films qui sont censés être contre le racisme et contre l'esclavage. Non, en fait, ce sont des films qui ont pour but d'attiser les tensions entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, et rien d'autre. Et la coïncidence avec la création de Black Lives Matter n'est justement pas accidentelle. Oui, et donc Black Lives Matter ainsi qu'une autre association, Democracy Alliance, sont en fait des organisations qui sont pas initialement fondées par des membres de la communauté noire. Bah non, là aussi c'est complètement piloté par la communauté juive américaine. Oui. Avec des gens qui ont comme Rob Stein, avec comme des gens Soros, qui ont fait leur carrière au sein du Parti démocrate, comme Rob Stein et tous ces gens. Et bien sûr l'inénarrable George Soros qui est derrière pour financer. Oui, lui il arrose, il a arrosé Black Lives Matter à tour de bras. En fait, sans George Soros, il n'y a pas de Black Lives Matter. Et dès le départ, George Soros est impliqué dans le financement de cette organisation. Et donc Kanye West a au fil du temps des propos de plus en plus durs et directs. En fait, il nomme l'ennemi, et c'est ce qui lui a valu tous les problèmes qu'il a actuellement, et sa mise au banc en fait médiatique. Il ne prend plus de gants. Non, il va même jusqu'à la provocation. Récemment, la dernière sortie hardcore, puisqu'on est dans le domaine du rap quand même, de l'art, c'était l'apologie non pas de l'extermination des Juifs, qu'on s'entende bien, mais l'apologie du sens artistique d'Adolf Hitler. Ce qui n'est pas la même chose. Non. Voilà. Donc, on peut reconnaître quand même que les nazis avaient du goût, ne serait-ce que pour s'habiller. Ils s'habillaient en Hugo Boss. Oui, leurs vêtements étaient effectivement créés par avait Hugo des Boss, choix assez sûrs en termes d'architecture aussi. Voilà. Et c'est ça qu'apprécie Kanye West. Voilà. Bon. Donc effectivement, ça a fait un énorme. C'était de la provoque, quoi. Oui, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc ça a fait un énorme scandale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la même période, Kanye West est invité à la résidence de Donald Trump pour un dîner, Mar-a-Lago, donc en Floride. Je crois que c'est le 7 novembre. Et quelques jours plus tard, donc je cite un article du Rolling Stone magazine,
qui nous apprend que les proches juifs les pro-israéliens de Donald Trump lui demandent de condamner Kanye West et de se séparer de lui. Et donc un des conseillers de Donald Trump a déclaré j'ai vu ces demandes-là et je m'en fiche. Ouais. Donc voilà, ça a été la réponse de Trump en gros. Mais la question qu'on peut se poser autour du phénomène Kanye West, c'est est-ce que c'est un feu de paille, un élément isolé, ou est-ce que cela annonce une tendance sociologique lourde? Non, je pense que ça, comme je l'ai dit, que si on regarde la sociologie électorale mais ça reste encore limité, on est d'accord. Enfin, c'est vrai que Trump a gagné, il a gagné quoi, 5%. Bon, c'est énorme parce que c'est vrai que c'est un électorat qui est vraiment fondamentalement hostile, donc c'est énorme. Là, on parle de chiffres officiels. On parle de chiffres officiels parce que quand on voit comment l'élection s'est produite, les Américains ne votent pas. Donald Trump a gagné contre Hillary Clinton en 2016. Puis il perd 4 ans plus tard avec un bilan économique excellent. Il perd face à un sénile, c'est ce qu'il est, Joe Biden, grâce à des bulletins magiques qui lui donnent pour le moins qui font basculer l'élection alors que c'était à l'avantage de Donald Trump. Donc on peut pas dire véritablement ce qui s'est passé sur le plan électoral, mais ce que je pense en tout cas, c'est que Kanye West, parce qu'il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, hein, des Noirs américains qui ont soutenu Trump dès 2016. Il y en a eu d'autres, comme par exemple Mike Tyson. Mike Tyson a fait partie des gens qui ont soutenu Donald Trump, et il y en a eu d'autres. Et donc je pense qu'il y a une véritable bascule idéologique. Je pense que beaucoup de Noirs américains se rendent compte que le Parti démocrate les a floués. Il les a totalement floués, et que la véritable fracture n'était plus raciale, mais économique. Oui, tout à fait. Et on voit que d'autres personnalités issues du show business américain, comme Dave Chappelle, se lâchent aussi. Oui, je cite d'ailleurs Dave Chappelle qui lui se moquait d'ailleurs un peu des New-Yorkais en disant mais je peux comprendre qu'à New York vous compreniez pas pourquoi est-ce que Trump est aussi populaire. Il dit mais moi je vis dans l'Ohio au milieu des white blancs, trash. voilà, au milieu des blancs pauvres, et je peux vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire. Et pareil pour ce qui est de Kanye West, il dit à un moment donné quand il dit oui j'ai été à Hollywood parce qu'il a tourné dans pas mal de films ces dernières décennies, Dave Chappelle. Il dit il y a beaucoup de juifs, genre énormément de juifs, mais cela ne veut rien dire. Il dit quand vous quittez Hollywood et que vous avez plein de problèmes, vous pouvez à un moment donné connecter les fils et vous dire que les juifs contrôlent Hollywood. Et là il dit ce n'est pas fou de le penser, mais c'est fou de le dire. En fait, ça a été d'une certaine façon la folie de Kanye West. Et bien sûr, Dave Chappelle, à son tour, a été attaqué, etc. Donc, quand on commence à voir comme ça une multiplication de voix noires américaines qui sont sur la même position, ça traduit quand même une réalité. C'est pas juste des individus isolés. Non, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les leaders d'opinion qui ont une influence sur la masse, mais les leaders d'opinion sont très souvent des gens qui se font l'écho, justement, de la masse. C'est-à-dire que il faut pas toujours voir les leaders d'opinion comme des gens qui modifient l'opinion publique, mais plutôt des gens qui se font l'écho d'une certaine tendance et qui vont l'amplifier d'une certaine façon. D'accord. Écoute, à suivre, puisque il va y avoir sans doute le retour de Donald Trump pour les prochaines présidentielles, et donc on pourra constater si oui ou non ces tendances se confirment dans les faits, et si effectivement l'électorat noir américain s'évade du champ de coton. Ouais, on verra bien. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet Kanye West, sauf si tu voulais ajouter d'autres choses. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, on renvoie les auditeurs à la lecture de l'article. Voilà. Donc, il y avait un autre article que tu as signé pour la rédaction, le judaïsme pour les nuls. Et en fait, tu rebondissais à une vidéo faite par Thibaut InShape, qui est un YouTuber qui fait des vidéos
pour des exercices musculaires Que je ne connaissais pas. que moi je connaissais. J'en ai vu quelques-unes. Il fait un travail sérieux, appliqué. Ses vidéos sont pas trop mal. Mais là vraiment, il est sur un tout autre registre puisque ce Thibaut InShape nous dit qu'il devient juif. Et c'est ça. J'ai pas vraiment vu la vidéo, mais Non, en tout cas, ça t'a fait réagir. En fait, c'est juste un titre pour Pour qu'on clique. Ouais. Voilà, pour qu'on clique, mais Putaclic. voilà, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est une vidéo. Parce qu'il a une tête de juif, mais peut-être Non, que... pas du tout. Il est catholique. Bon, elle est catholique. Il Il est se catholique. revendique catholique. Oui, il est D'accord. catholique. Donc lui, il va à la synagogue des Victoires et donc il rencontre le grand rabbin. C'est pas pour se convertir au judaïsme, mais c'est pour découvrir le judaïsme. Mais c'est étonnant que, un YouTuber qui fait des... Non, mais alors moi, j'ai cherché ensuite. c'est quand même très curieux. Enfin. Après avoir vu cette vidéo, je suis allé regarder ses autres vidéos. Il avait fait la même chose pour le catholicisme. Ah, d'accord. Donc Très il bien. avait fait découverte. Donc il a rencontré un prêtre, etc. Mais elle a moins buzzé, j'imagine. Oui, j'imagine. Ouais. Mais alors donc il publie cette vidéo dans une synagogue. Et donc en fait c'est simplement une petite initiation au judaïsme. Donc il pose des questions de base aux rabbins sur le culte juif notamment, comment ça se passe à la synagogue. Donc moi j'ai regardé cette vidéo et simplement je me suis proposé d'examiner les propos du rabbin et en fait j'ai simplement passé le rabbin en détecteur de mensonges. Voilà. D'accord. D'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il dit de vrai, qu'est-ce qu'il dit de faux. Et donc. Alors il y a pas mal de choses intéressantes. Alors il y a des choses qu'il dit qui sont tout à fait évocatrices et tout à fait vraies. Ce qui est marrant, c'est que la vidéo commence quand même avec une dimension sociale et économique, c'est-à-dire que le rabbin rapidement dit écoutez, moi je suis au centre d'un réseau, j'ai un réseau de banquiers, d'industriels, de médecins, etc. et je mets les gens en relation en Ça fait fonction un peu de leurs penser besoins. à une loge maçonnique. Bah oui, parce qu'en fait, je dirais pas que toutes les synagogues fonctionnent comme ça, mais la synagogue, notamment la synagogue de la Victoire, qui est une plus grande synagogue, je crois, d'Europe, en tout cas de France, c'est un lieu où il y a des personnalités assez importantes qui se rencontrent, et c'est un lieu de comment dire, De réseau. De réseau. C'est là où on constitue son réseau. Donc on voit par exemple le siège de David de Rothschild, parce qu'il explique, à un moment donné, le rabbin explique que en fait, on loue les sièges à l'année. C'est-à-dire que les fidèles louent les sièges à l'année. Et plus on est proche de l'arche, donc du rabbin, plus on est proche de l'arche, et plus le siège est cher. Donc c'est un peu comme dans un stade de foot, voilà, ou dans un théâtre. Et donc il dit voilà, il y a la première classe, et il y a le cercle d'or, il y a la première classe. C'est vrai que pour un catholique ou un musulman, c'est difficilement compréhensible. C'est assez particulier. Et donc c'est là qu'on voit le siège, parce qu'en fait chaque fidèle a une plaque. Donc tu loues ton siège, t'as une plaque, et on voit à un moment donné dans les premiers rangs. Et puis il y a certains rang, gestes aussi qu'on peut opérer durant. Je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas. Alors en fait justement, je rentre un peu plus dans le détail Ouais. dans l'article. Donc je cite le rabbin, etc. Puis j'explique que effectivement à une époque on payait à la synagogue pour porter la Torah, pour ouvrir les rouleaux de la Torah, certains pour gestes lire, sacrés, voilà, pour lire la Torah, et cet argent était utilisé notamment pour financer, pour aider les pauvres juifs fidèles. Donc il y a un rapport à l'argent assez particulier, et donc j'ai rebondi là-dessus pour faire un petit retour historique sur le rôle de la synagogue dans la société juive. Et tu cites le livre de Werner Oui, bien Sombart, sûr. Les Juifs et la vie économique, disponible chez contreculture.com, qui est assez clair sur le sujet. C'est un pavé extrêmement détaillé, c'est très savant, c'est extrêmement intéressant. Donc je vous invite à le lire. Et puis bon, bien sûr, j'utilise d'autres sources, et je montre par exemple que on a découvert dans les murs d'une synagogue du Caire datant du XIe siècle des documents commerciaux. Donc des documents commerciaux qui mettent en évidence un réseau commercial à l'échelle internationale de juifs du Maghreb et de juifs d'Andalousie, juifs d'Europe. Donc en fait, la synagogue a toujours été... Mais c'est là qu'on comprend qu'une synagogue, c'est bien plus qu'un lieu de culte, en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, les rabbins sont souvent d'anciens businessmen, oui, tout à fait. des gens qui sont très au fait du monde des affaires. Ce sont très souvent les rabbins, les maîtres du Talmud étaient des hommes d'affaires, et dans le Talmud, on trouve des recommandations
pour les Juifs qui sont dans le monde des affaires. Ouais. Et autre mensonge, donc c'est aussi la question de l'accumulation de richesses. Oui, alors oui, parce qu'il dit que Enfin mensonge ou demi-mensonge. Demi-mensonge. Parce qu'en fait, il ment pas quand il dit. Enfin, disons qu'il essaye de donner une bonne image de sa religion et. En fait, il dit très précisément, l'enrichissement n'est pas un problème du point de vue du judaïsme tant que ça se fait dans le cadre moral, etc. Donc c'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais simplement. J'amplifie, disons, sa réponse, je rentre dans les détails et je mets en évidence, en appuyant sur la Bible et sur le Talmud, je mets en évidence que dans le judaïsme, l'enrichissement n'est pas seulement autorisé, il est même encouragé et que la richesse est même quelque part associée aux sages. Et en fait, on va retrouver ça plus tard dans le protestantisme. Ça va faire l'objet d'une étude d'ailleurs de Max Weber sur le capitalisme et l'éthique protestante. Mais véritablement, en fait, cette éthique protestante, on la trouve déjà dans vous savez, la question de la grâce qu'on va retrouver dans le calvinisme, l'idée que plus on s'enrichit, plus Dieu nous aime. Et c'est un signe de Dieu sur terre pour vous prouver que vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est une conception qui vient du judaïsme simplement et qui a migré vers le protestantisme via surtout le calvinisme. Alors j'aborde d'autres thèmes parce qu'en fait je prends différents thèmes. Je prends par exemple le thème de l'étranger, le statut de l'étranger dans le judaïsme, ou la fameuse phrase tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je montre par des études linguistiques que en fait on trompe d'une certaine façon celui qui n'a pas étudié le judaïsme, qui est extérieur au judaïsme, parce qu'en fait quand la fameuse phrase du Lévitique tu aimeras ton prochain comme toi-même, quand les chrétiens entendent mon prochain, ils croient que c'est universel. C'est universel, que c'est l'être humain. D'ailleurs, c'est ce que dit le rabbin. Il dit oui, ça montre l'universalité du judaïsme. Et là, je dis non, là, Rav, vous mentez, parce qu'en fait, le prochain en hébreu, le terme qui est utilisé fait référence au fils d'Israël. Donc en fait, le prochain, c'est le frère juif et absolument pas l'étranger. Ou alors, par exemple, les sentences concernant les étrangers. Tu traiteras, tu accueilleras l'étranger parce que tu as été toi-même étranger en Égypte. J'explique qu'en fait, ça correspond pas du tout aux lois de la Bible hébraïque et du Talmud. Et là, par exemple, je rentre dans le détail et j'expose le statut de l'étranger dans le judaïsme de façon très précise. Oui, et donc cette question qui lui est posée sur la conversion et pourquoi finalement le judaïsme est moins pressant à ce titre-là que peut-être. Il n'est pas prosélyte. Voilà. Il n'y a pas de prosélytisme. Voilà. Et donc là, tu expliques aussi dans l'article pourquoi. Oui. Et c'est bien loin de ce qu'on peut penser naïvement. Oui, parce que en fait, le rabbin dit dans le judaïsme, même le non-juif qui comment dire est bon sur terre, commet des actes de piété, etc. Voilà, ira au paradis. Personnellement, je l'ai jamais lu dans la Torah, dans la Bible hébraïque. C'est pas grave. Mais il dit c'est pour ça que il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme. Donc, moi, je réponds que non, c'est absolument faux. Il n'y a pas de prosélytisme dans le judaïsme parce qu'originellement, le judaïsme tel qu'il est codifié dans la Bible hébraïque est une religion raciale, c'est-à-dire que est juif celui dont la mère est juive, parce que on n'est jamais sûr du père, on est sûr de la mère, et juif, donc celui qui descend des Hébreux et dont la mère est juive. Donc tout le monde n'est pas invité. C'est pas comme l'islam ou le catholicisme. C'est une religion qui est fondée sur la race. Donc vous êtes juif parce que vous êtes descendant des Hébreux. C'est la croyance juive. Alors bien sûr, il y a eu des périodes de prosélytisme, il y a eu des périodes de conversion. Effectivement. Mais aujourd'hui, si vous dites à un rabbin une grande partie des juifs, en fait, ne sont pas descendants des Hébreux, il vous dira non. Il vous dira tous les juifs. Oui, ils voient ça d'un très mauvais œil. La plupart des rabbins voient ça d'un très mauvais œil. Les rabbins ne reconnaîtront pas qu'il y a eu des vagues de conversion à Rome, parmi les Khazars, les Berbères du Maghreb. Non, absolument pas pour eux. Ils sont tous descendants des Hébreux. Et donc, la religion juive est intrinsèquement liée à la dimension tribale et raciale.
donc de l'hébraïsme. Et d'ailleurs, donc là, je reviens à l'Antiquité et j'explique par exemple que Esdras, quand il revient de Babylone, donc il devient le chef religieux en Judée, et il revient de Babylone et il découvre que les Judéens se sont mariés à des étrangères, donc des païennes, et qu'ils ont fait des enfants avec elles. Et donc là, il déchire ses vêtements, parce qu'en fait, dans l'Antiquité orientale, quand on était choqué, outré, on hurlait en déchirant ses vêtements et en arrachant sa barbe. Donc il déchire ses vêtements, il arrache ses cheveux et sa barbe. Et en fait, il ordonne aux Juifs, aux Judéens, de chasser ces femmes étrangères et leur progéniture, et leurs enfants, pour se débarrasser en fait du corps étranger. Donc du sang impur. Voilà, on est là dans une conception fondamentalement raciale. Donc alors que si ça avait été une religion universelle à l'époque, qu'aurait dit Esdras, il aurait dit vous les convertissez. C'est-à-dire que vos femmes se convertissent au judaïsme, puisque le peuple juif est censé être un peuple prêtre et apporter la Torah au monde. Alors que là, on voit que dès la haute antiquité, que c'était pas du tout le cas. C'est une conception tout à fait raciale. Et il y a aussi le rapport avec l'État d'Israël et la question palestinienne. Oui, alors j'explique en me fondant sur la Bible hébraïque, encore une fois, le Talmud, le pourquoi de cette politique d'apartheid et raciale et d'épuration ethnique vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, je cite le Talmud, et notamment Maïmonide, qui est un des grands maîtres du judaïsme, qui a écrit le fameux Mishneh Torah, une codification des lois juives, où il explique, par exemple, Maïmonide, conformément au Talmud, que la loi, l'ordre qui est donné dans la Bible hébraïque à Josué, par exemple, d'exterminer les Cananéens, Maïmonide dit qu'elle est valable en tout temps. C'est-à-dire que que jusqu'à la fin des temps, selon la conception juive, les non-juifs, les étrangers qui vivent en Terre Sainte, donc en terre Eretz Israël, ce qu'ils considèrent être à eux, doivent être exterminés. Donc il n'y a pas eu de prescription ou d'abrogation plutôt de cette loi. Et donc la pratique politique vis-à-vis d'épuration ethnique vis-à-vis des Palestiniens ne peut se comprendre que par l'étude de la Bible hébraïque, du Talmud. Bien sûr. Bien sûr. Ok, je te remercie, Youssef. Je crois qu'on a fait le tour. Presque. Il y a beaucoup plus de détails dans l'article. Au moins pour cette vidéo, ouais. Et j'invite les auditeurs qui veulent creuser à lire les deux articles sur Kenny West, donc Kenny Unchained et le judaïsme pour les nuls. Voilà. Bon, merci pour tout, Youssef. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider en souscrivant au financement associatif de RFM et de la rédaction, ce qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions, de lancer de nouveaux projets, de continuer à faire vivre ceux qui existent. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc vraiment, si vous aimez notre travail et que vous voulez nous aider, il n'y a franchement pas de meilleur moyen. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tous à très bientôt. Et pour donc les souscripteurs du financement associatif, vous restez avec nous puisque nous allons parler de Dieudonné et de ses récentes déclarations et de sa lettre où il demande pardon. Voilà, merci à tous et au revoir. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.